Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui, on s'attaque à la machine Aragog de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Linux moyennement complexe à résoudre. En effet, un peu de jus de cerveau et quelques connaissances dans l'exploitation d'entités externes XML ou XXE devraient être suffisantes pour y venir à bout. Dans un premier temps, nous allons ouvrir un terminal et commencer notre analyse avec un scan de ports. Ici, nous avons 3 ports ouverts, on retrouve notamment le service FTP, le service SSH et le service HTTP. Le résultat indique également le nom de la machine, aragog.htb. Nous allons donc l'ajouter à notre fichier hosts. Une fois l'opération effectuée, nous allons commencer par l'analyse du port 80 et ouvrir notre navigateur afin de voir ce que celui-ci nous réserve. Notez que nous allons également activer notre proxy burp afin de capturer les requêtes HTTP effectuées vers le site web. Dans le cas présent, le site ne présente rien d'intéressant. En effet, celui-ci ne présente que la page par défaut du service Apache. Nous allons donc retourner sur notre terminal et exécuter GoBuster afin de voir si nous sommes en mesure d'obtenir plus d'informations sur les répertoires du serveur. Notez que nous allons également spécifier l'option "-x PHP afin de voir s'il est possible de découvrir d'autres pages web. Après quelques minutes de scan, les résultats mentionnent un fichier nommé hosts.php. Si l'on retourne sur notre navigateur et que l'on consulte celui-ci, il est possible de constater une phrase incomplète, probablement due au fait que la page prend un paramètre. Petite note ici, le nombre indiqué correspond à la valeur maximum d'un entier non signé. Nous ne savons pas encore si c'est important, mais nous allons garder cela en tête. Bien, maintenant nous allons retourner sur notre terminal et faire une rapide analyse du port 21. Ici, nous avons de la chance car le service FTP autorise un accès anonyme. Celui-ci contient un fichier nommé test.txt que nous allons télécharger sur notre machine. Une fois l'opération effectuée, nous pouvons voir que celui-ci contient ce qui s'apparente à du XML. Nous pouvons également constater une balise faisant référence à un sous-réseau. Après un peu de réflexion et compte tenu de ce que l'on a pu voir dans la page hosts.php, il est possible que ce fichier soit utilisé pour communiquer avec le serveur web. Afin de valider notre théorie, nous allons commencer par ouvrir notre interface burp et envoyer la requête effectuée sur hosts.php dans repeater. Par la suite, nous allons transformer notre requête HTTP-GET en HTTP-POST. Cela peut être fait via clic droit, puis Change Request Method. Enfin, nous allons coller le contenu du fichier test.txt dans le corps de la requête, puis exécuter celle-ci. Ici, bonne nouvelle, la page hosts.php nous renvoie un résultat intelligible. Cependant, cela nous indique également que la fonctionnalité pourrait être vulnérable à une injection XXE. Pour votre information, une injection d'entités externes XML ou en anglais XML External Entity est une attaque contre les applications qui parsent et analysent des entrées XML. Une attaque XXE repose sur l'utilisation de fonctionnalités dangereuses de la spécification XML. En effet, si le parseur XML est mal configuré, il est possible de lui fournir un XML malicieux afin de lui faire traiter des entités externes. Ceci peut donc permettre l'inclusion de fichiers locaux ou distants et bien sûr l'exécution de code arbitraire. Pour tester notre théorie, nous allons faire une rapide preuve de concept et tenter de lire le contenu du fichier passwd. Pour ce faire, nous allons tout d'abord spécifier l'entité XML, puis un doctype contenant une entité externe pointant vers /etc/passwd. Par la suite, nous allons faire référence à notre entité nommée XXE dans la balise subnetmask. Enfin, nous allons rejouer notre requête. Dans le cas présent, le serveur nous retourne le contenu de passwd. Il n'y a donc pas de doute, la fonctionnalité est vulnérable. De plus, le résultat nous indique l'existence de 2 utilisateurs sur la machine, Florian et Cliff. Avec cette information, nous pouvons par exemple tenter d'accéder à leurs éventuelles clés privées SSH. Pour ce faire, nous allons simplement modifier notre preuve de concept et modifier le chemin vers passwd avec le chemin de la clé SSH de l'un des utilisateurs. Par la suite, nous allons rejouer la requête et voir si l'on obtient un résultat. Ici, c'est gagné, nous avons accès à la clé de Florian. Il nous suffit maintenant de copier celle-ci et de la coller dans un fichier sur notre machine locale.
Une fois les droits du fichier modifiés, nous devrions être en mesure d'utiliser cette clé privée afin de nous connecter en tant que Florian sur le serveur. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag utilisateur. Pour ce qui est de l'escalade de privilèges, nous allons avoir besoin de surveiller les processus. Pour ce faire, nous allons utiliser un outil nommé PSPy. Une fois celui-ci copié sur la machine, nous allons l'exécuter. Après quelques minutes d'attente, nous pouvons voir qu'un script Python stocké dans le répertoire de Cliff est exécuté. Celui-ci est nommé wplogin.py. Il est donc possible qu'il interagisse avec un site WordPress. Par la suite, nous pouvons voir que l'utilisateur root supprime le répertoire devwiki avant d'exécuter le script restore.sh et de copier une nouvelle backup dans devwiki. Tout cela est très étrange. Premièrement, nous allons retourner sur notre navigateur et regarder si le site dev_wiki est existant. Dans le cas présent, c'est confirmé, le site WordPress existe bel et bien. Maintenant, nous allons retourner sur notre terminal et inspecter le contenu du répertoire dev_wiki. Cette phase est un peu CTF, mais il y a des indices. En effet, le script wplogin.py exécuté par Cliff vient interagir avec la page wp-login.php. De plus, nous pouvons constater que nous avons tous les privilèges nécessaires pour modifier celle-ci. L'objectif ici est plutôt simple, nous allons insérer une porte dérobée dans wplogin.php et voir si nous sommes en mesure de capturer des identifiants. Pour ce faire, nous allons ouvrir le fichier wp-login.php et identifier les champs login et mot de passe. Après un peu de lecture, il est facile de découvrir le formulaire d'authentification et les noms associés au nom d'utilisateur et au mot de passe. Ici, il s'agit de log et pwd. Maintenant, nous allons retourner au début de notre fichier et insérer la fonction fileputContents afin de capturer les identifiants dans un fichier texte. Une fois les modifications effectuées, nous pouvons sauvegarder. Après quelques minutes d'attente, nous pouvons voir apparaître le fichier creds.txt dans notre répertoire. Si l'on consulte celui-ci, nous pouvons voir les identifiants utilisés pour WordPress. Cependant, si l'on utilise le mot de passe afin de se connecter au compte root, nous devrions être en mesure d'obtenir un shell privilégié. Il ne nous reste plus qu'à venir lire le flag root et compléter la machine. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.